La pluie s'écrasait sans relâche contre les fenêtres, les peignant de traînées d'eau argentée et de néon. À l'intérieur de son appartement compact mais élégant, Zoé grinça des dents en se penchant sur ses croquis ruinés. Une grande tache de café s'étalait sur le coin de son plan d'étage final pour le projet de l'hôtel boutique Bouchon. La date limite était dans 3 heures. Génial, marmonna-t-elle, soufflant sur une mèche rebelle. La journée parfaite pour que tout s'effondre. Elle jeta le gobelet froissé à la poubelle et soupira. Son estomac gargouilla. Elle n'avait rien mangé depuis les ramiens froids de la veille. Un bourdonnement interrompit sa spirale. Son téléphone clignota, « Votre livraison est arrivée. » Zoé se précipita vers la porte, attrapant son portefeuille sans regarder. En l'ouvrant brusquement, elle percuta quelqu'un, violemment. Un bruit sourd. Une éclaboussure. Oh, halta-t-elle alors que le contenu de son café glacé restant imbibait le torse de quelqu'un. Oh, non. Elle recula. Devant elle se tenait un jeune homme grand, trempé de la tête aux pieds, des cheveux bruns dépassant de sous un casque de scooter bon marché. Son sac de livraison pendait de travers sur son épaule. Son café décorait maintenant sa chemise blanche et le côté de son cou. Sérieusement, grommela-t-elle. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. L'homme baissa les yeux sur le désordre, puis la regarda. Au lieu de l'irritation, il n'y avait qu'une tranquille amusement dans ses yeux. Ce n'est que du café, dit-il en souriant légèrement. Ça arrive. Elle cligna des yeux. Il n'était ni agité ni en colère. Juste. Là, debout, calme. Ridiculement calme. La voix de Zoé se fit plus sèche. Vous auriez pu prévenir avant de vous tenir si près de la porte. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Je ne savais pas que le café avait des tendances suicidaires. Il eut un petit rire. Ce ton. Joueur. Taquin. Cela l'agaça plus que de raison. Elle prit le sac en papier de sa main un peu trop brusquement. Merci. Il lui fit un bref signe de tête mais ne bougea pas. Elle fronça les sourcils. Quoi? Pas de reçu. C'est combien? Déjà payé. Pas d'écran pour le pourboire. L'application n'a pas sonné. Il haussa les épaules. Peut-être que le système est en panne. Elle le toisa avec méfiance. Il ne portait pas l'uniforme aux couleurs vives habituelles ni les logos TAP à accent grave l'œil. Son casque semblait d'occasion et ses gants étaient effilochés aux coutures. Attendez. Pour quel service de livraison travaillez-vous, au juste, demanda-t-elle, se penchant légèrement pour regarder son scooter garé au bord du trottoir. Aucune marque. Juste un noir mat élégant. D'apparence coûteuse. Un service spécial, dit-il de manière énigmatique. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, il recula, ajustant la sangle de son casque. Manger un repas chaud. C'est encore bon. C'est ça, marmonna-t-elle en se retirant à l'intérieur et en poussant la porte. Clac. Elle ne réalisa à quel point elle l'avait claqué que lorsque le doux écho s'estompa. La pluie continuait de taper aux fenêtres. Elle appuya son front contre la porte, soupira profondément, puis se tourna et se dirigea vers sa table. Mais dehors, Gisot restait immobile. Le casque toujours sur la tête, il inclina la tête et leva les yeux vers les détails architecturaux de son immeuble. Il admira la ferronnerie, la ligne de la gouttière, la courbure du balcon du 2e étage. Ses yeux n'étaient pas oisifs, ils étaient curieux, presque mélancoliques. Il murmura pour lui-même, la même firme qui a fait la rénovation de la galerie Inewa, hein. Après quelques secondes de plus, il ajusta son casque et retourna sous la pluie. Le scooter se mit à ronronner, et en quelques secondes, il avait disparu. À l'intérieur, Zoé déballa la livraison, riz au kimchi fumant, soupe aux algues et un accompagnement de japchae. Ses sourcils se froncèrent. Elle n'avait pas commandé ça. Elle fit défiler son téléphone. Aucune confirmation de commande. Aucun historique. Pas de frais de livraison. Mais qu'est-ce que c'est que cette journée, chuchota-t-elle. Son estomac la trahit à nouveau par un gargouillement sonore. Elle hésita. Puis elle prit une cuillerée de riz, laissant échapper un léger grognement de soulagement. C'était exactement ce qu'elle aurait commandé si elle avait eu l'énergie de choisir. Même l'huile de sésame avait un goût familier, comme quelque chose de son enfance. Pourtant, comment? Le lendemain matin, Zoé se précipita dans le bureau de design,
des cernes sous les yeux, serrant une nouvelle série de plans. Son assistante, Mina, cligna des yeux. « Eoni, tu n'as pas dormi ?» Design. Crise. Café. Livreur. Un livreur? Mina haussa un sourcil. Jean, mignon. Zoé roula des yeux. Agaçant. Mystérieux. Peut-être télépathe. A peut-être piraté mon application. Est-ce qu'il avait un de ces petits scooters? Un grand sourire? Des cheveux un peu en désordre? Zoé s'arrêta. Oui. Pourquoi? Mina tapa dans ses mains. Ce n'est pas un livreur. C'est Giso. Le directeur CO Giso. L'héritier de la branche de réaménagement urbain du groupe en CO. Il aime vivre la rue, d'après une interview. Zoé se figea. C'est pas possible. Mina sortit une photo sur son téléphone. Même visage. Même sourire. Tu as renversé du café sur l'un des hommes les plus riches de la ville. Le doux murmure du jazz se mêlait au tintement des coupes de champagne tandis que les projecteurs projetaient des ombres élégantes sur le haut plafond de la galerie. Zoé serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage et lança un regard noir à sa meilleure amie, Yuna, qui était déjà à mi-chemin du bar à vin. « Rappelle-moi pourquoi je suis ici », siffla Zoé, traînant derrière dans sa simple blouse crème et son pantalon en toile cirée. « Parce que tu es une designer talentueuse qui doit arrêter de se cacher derrière des tasses de café et des délais, cligna Yuna, passant un bras sous le sien. En plus, ce genre d'événement attire des investisseurs. Des clients. Peut-être même le destin. Zoé haussa un sourcil. Le destin a un goût de vin de galerie et de poulet frit. Yuna sourit et fit un geste vers le buffet. Apparemment, oui. Les sponsors sont obsédés par la cuisine de réconfort locale. Ils ont fait venir tous les vendeurs de poulets célèbres de Séoul. Zoé secoua la tête, amusée malgré elle. Elle se dirigea vers la nourriture, son regard attiré par le plateau doré et croustillant de poulet yanniyum épicé qui brillait sous une lumière chaude. Elle tendit la main pour prendre un morceau, puis se figea. De l'autre côté de la pièce, nonchalamment appuyé contre une exposition de sculptures minimalistes, se tenait le type au poulet. Mais il n'avait pas l'air d'un livreur ce soir. Dans une chemise blanche cintrée aux manches retroussées, un blazer anthracite jeté sur un bras, Giso riait avec un petit cercle de propriétaires de galeries. Ses cheveux en désordre étaient soigneusement coiffés, et une flûte de champagne pendait de ses doigts comme si elle y avait toujours appartenu. Zoé cligna des yeux. Fortement. Yuna, murmura-t-elle vivement. Yuna, dis-moi que je n'hallucine pas. N'est-ce pas le gars d'hier? Celui sur qui j'ai renversé du café. Yuna suivit son regard. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh. Attends. Le souffle de Zoé se coupa lorsque Giso balaya la pièce du regard et croisa le sien. Il s'arrêta, un demi-sourire aux lèvres. Et commença à marcher vers elle. Non, 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 marmonna Zoé, reculant contre la table du buffet. C'est un cauchemar. Je suis en talons. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Je sens l'amidon et le désespoir. Yuna renifla. Correction, tu sens le riz frit au kimchi. De rien. Elle disparut commodément dans la foule. Giso s'arrêta devant Zoé, l'expression indéchiffrable. Encore vous, dit-il d'une voix désinvolte. Moi, feignit-elle la confusion. Je pense que vous vous trompez de meurtrière au café. Elle pinça les lèvres. C'était un accident. C'était quand même meilleur que mon americano habituel. Elle croisa les bras. Vous êtes étrangement élégant pour un livreur. Je pourrais en dire autant d'une designer en colère avec des taches de croquis sur le visage. Zoé plissa les yeux. Alors vous me suivez? Giso inclina la tête, amusé. Ou peut-être que nous sommes juste des voyageurs fréquents sur les lignes de nos destins respectifs. Il subtilisa 2 coupes de champagne d'un plateau qui passait et lui en offrit une. Offre de paix. Elle hésita, puis la prit avec un signe de tête raide. Elle regarda autour d'elle, soudain mal à l'aise. Un peu chic pour quelqu'un qui livre du poulet à domicile. Giso sirota sa boisson. Je ne livre pas toujours de la nourriture. Parfois, je finance aussi les fêtes. Zoé s'étouffa avec sa gorgée. Vous. Quoi?
Il sourit simplement, son regard se portant sur la peinture abstraite derrière elle. Le thème de ce soir est de reconstruire la tradition. Ça semble approprié. Allez-vous au moins expliquer qui vous êtes vraiment? Me croiriez-vous si je vous disais que je suis juste un gars qui aime le poulet et l'architecture? Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix retentit derrière elle. Directeur CO. Vous voilà. Un homme grand en costume s'approcha, serrant la main de Gisot. Tout le monde attendait de parler à l'avenir du groupe en CO Urban. Nous discutions justement du projet à venir de l'hôtel Héritage à Buckchon. Le sang de Soé se glaça. Directeur. CO. Gisot se retourna vers elle. CO Gisot. Mais je me suis dit que l'inconnu taché de café serait plus mémorable. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Il se pencha vers elle, la voix basse. Hier, vous m'avez regardé et vous avez vu un livreur. Ce soir, vous voyez quelque chose de différent. Mais je n'ai pas changé, Soé. Seulement les vêtements. Il s'éloigna avec l'homme en costume, se fondant dans un cercle de dirigeants et d'investisseurs puissants. Les projecteurs vacillaient au-dessus d'eux comme des étoiles, le baignant de teintes chaudes et brillantes. Soé resta immobile, sa boisson intacte tremblant dans sa main. Yuna revint un instant plus tard, le visage radieux. Alors, murmura-t-elle. C'était l'apte ou poulet frit? Soé regarda la silhouette de Gisot qui s'éloignait. Je crois que c'était les deux. Soé ne perdit pas de temps. Elle le coinça près d'une installation de sculpture, ses talons claquant comme une ponctuation sur le sol en béton poli. Bon, dit-elle, les bras croisés. Allez-vous vous expliquer maintenant, ou dois-je vous renverser une autre boisson dessus? Gisot se tourna, imperturbable. Ravi de vous revoir aussi. Ne détournez pas la conversation. Sa voix était basse mais tranchante. Pourquoi livriez-vous de la nourriture si vous êtes le directeur CO? Il haussa une épaule d'un air enjoué. Peut-être que je livrais juste le dîner. Peut-être que je livrais le destin. Elle lui lança un long regard, peu impressionné. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Un peu. Son sourire s'élargit. Vous êtes très expressive quand vous êtes agacée. Elle soupira, exaspérée. Les gens comme vous ne jouent pas au livreur pour le plaisir. Quel est votre but? Ses yeux brillèrent sous la douce lumière. La perspective. Ce n'est pas une réponse. Ah non? Il se pencha légèrement, sa voix douce mais ferme. Vous m'avez vu et vous avez porté un jugement. Et moi, je vous ai vu, pas seulement vos croquis ou votre marque de créateur, mais la façon dont vous avez soupiré après avoir fermé la porte. Ce soupir en disait plus que votre CV. Soé cligna des yeux, prise au dépourvu. Pendant une seconde, elle vit quelque chose sous le charme. Une intensité tranquille. Puis il se recula et lui tendit une petite aile de poulet du buffet. Vous avez fait tomber la vôtre tout à l'heure. Avant qu'elle ne puisse protester, il disparut de nouveau dans la foule. Le lendemain matin, au bureau de Conmélie. Soé entra, un café à la main et le scepticisme dans l'autre. Bonjour, chef, gazouilla son assistante Mina. Grosse surprise. Un client VIP vous a demandé personnellement pour une rénovation d'hôtel patrimonial. Soé s'arrêta en pleine gorgée. Quel hôtel? Un vieux hanok près de Buckchon. Le budget est dément. Le type est déjà dans la salle de conférence. Soé entra et se figea. Gisot était assis en bout de table, feuilletant un portfolio. Cette fois, en costume bleu marine, sans casque, et avec le même visage exaspérément calme. Encore vous, dit-elle platement. Il se leva, lui tendit poliment la main. Mademoiselle Soé. Merci de me recevoir dans un délai si court. Elle ne la prit pas, qu'est-ce que c'est? Une sorte de farce? Il désigna les plans sur la table. Un vrai projet. Un vrai hanok. Et je veux que vous dirigiez la décoration intérieure. Pourquoi moi, exigea-t-elle. Il y a des centaines de designers, certains avec moins de caractère et plus de flatterie. Il sourit. Mais aucune qui ne m'ait claqué la porte au nez. Ça montrait du caractère. Soé se tourna pour partir. À ce moment, Monsieur Kong, son patron, entra dans la pièce. Oh, Soé. Vous avez rencontré le directeur CO. Malheureusement.
Monsieur Combe rit maladroitement. Il vous a demandé personnellement. C'est un honneur. Ce genre de projet pourrait faire la une des magazines, murmura-t-il, et sauver nos chiffres du 4e trimestre. Zoé serra la mâchoire. Elle n'avait pas le choix. Bien, dit-elle lentement. Mais je travaille selon mes conditions. Bien sûr. Elle pointa Gisot du doigt. Je travaille. Vous ne flirtez pas. Gisot gloussa. Je ne flirte pas, une pause. J'investis. Son patron parut confus. Zoé roula simplement des yeux. Plus tard dans la journée, visite du site. Le hanok se dressait tranquillement au milieu de l'agitation de la ville, ses poutres en bois usées mais dignes. Zoé marchait aux côtés de Gisot, un carnet à la main. Pourquoi un hanok, demanda-t-elle. Vous pourriez construire une tour de verre et appeler ça patrimoine dans les brochures. Le ton de Gisot s'adoucit. C'était la maison de mon grand-père. Il voulait la démolir. Je veux lui rendre hommage. Elle le regarda, surprise. Alors vous ne jouez pas juste au fils de riche. J'essaie de reconstruire quelque chose qui a été perdu. Elle resta silencieuse un moment. Puis ajouta doucement, peut-être que nous avons ça en commun. Il la regarda, curieux. Mais elle était déjà en train de griffonner des mesures. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, directeur CO. Il s'appuya contre la poutre, la regardant avec un amusement tranquille. Je n'oserais pas. Mais je vous observerai de près. C'est bien ce qui me fait peur. Le hanok se dressait au bord d'une ruelle tranquille, comme un murmure d'âme ancienne au milieu de l'acier et du bruit. Ses avant-toits inclinés projetaient de longues ombres et la mousse grimpait le long du toit de tuiles comme le temps refusant de lâcher prise. Zoé se tenait là, un mètre ruban dans une main et sa tablette dans l'autre, plissant les yeux vers les poutres usées. Cet endroit a besoin de plus qu'un simple lifting, marmonna-t-elle. Derrière elle, Gisot effleura du bout des doigts le cadre en bois de la porte d'entrée. Il a besoin de mémoire. Elle se tourna. La mémoire ne paie pas le renforcement structurel. Il la regarda et sourit. Le design de Séoul non plus. Zoé ouvrit la bouche pour argumenter, mais s'arrêta. À la place, elle le suivit dans la cour. L'espace s'ouvrait avec une sorte de grassimble, des pierres inégales, une balançoire cassée, du lierre grimpant à travers les fissures du mur. « Comment en savez-vous autant sur cet endroit » demanda-t-elle, scrutant les poutres apparentes. « Parce que j'ai grandi ici » dit-il, sa voix plus douce qu'auparavant. Mon grand-père a construit ça de ses propres mains après la guerre. Il disait qu'il voulait des racines qui ne s'envoleraient pas. Zoé s'arrêta. C'était votre maison d'enfance ? Gisot hocha la tête. Jusqu'à mes 12 ans. Après le décès de ma mère, mon grand-père m'a élevé ici. Il n'a jamais cru au gratte-ciel. Il disait que le verre ne pouvait pas garder les secrets comme le bois le peut. Il sourit faiblement, comme s'il se souvenait de quelque chose de sacré. Chaque clou ici a un souvenir. J'ai appris à marcher dans ce couloir. Je me suis cassé le bras en tombant de ce figuier. Zoé le regarda vraiment. Ses chemises de créateur et ses répliques astucieuses semblaient soudain être un masque. Le garçon derrière. Toujours là. Observant toujours. Elle s'accroupit près d'un cadre de fenêtre fissuré. Alors vous ne jouez pas au conservateur pour impressionner les rédacteurs de magazines. Non, dit-il en détachant un morceau de liège séché du rebord. Juste un petit-fils qui essaie de tenir une promesse. Alors qu'elle prenait des notes sur sa tablette, elle entendit le grincement d'une porte. Elle se tourna pour trouver Gisot agenouillé près de l'entrée principale, les manches retroussées, des outils à la main. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je répare cette charnière. Elle grinçait à chaque fois que j'essayais de sortir en douce quand j'étais enfant. Ça rendait mon grand-père fou. » Elle le regarda ajuster l'articulation avec un soin expert, la sueur perlant sur son front, la poussière s'accrochant à ses avant-bras. Pour un homme qui avait des salles de conseil à ses pieds, il avait l'air complètement à l'aise dans la terre et le bois. Zoé se surprit à sourire un tout petit peu. « Vous n'êtes pas mauvais de vos mains, dit-elle. »« J'ai de la pratique, répondit-il sans lever les yeux. Il me faisait réparer tout ce que je cassais. Même les sentiments. » Un silence suivit. Lourd. Honnête. Elle s'assit sur un banc sous le vieux figuier. « Mon père n'a jamais rien réparé, dit-elle doucement.
Il est juste parti. Gisot leva enfin les yeux, son regard croisant le sien. C'est peut-être pour ça que vous essayez toujours de réparer des choses qui ne vous appartiennent pas. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il se leva et se dirigea vers elle, époussetant ses paumes. Certains murs, dit-il en jetant un coup d'œil au hannock, ont été construits pour garder la douleur à l'intérieur. Puis, son regard s'adoucissant en se posant sur elle. Celui-ci. Je veux qu'il contienne de l'amour. Son souffle se coupa. À cet instant, la cour délabrée ne semblait ni froide ni abandonnée. Elle semblait vivante. En attente. Cette nuit-là, dans l'appartement de Zoé. La pluie tapotait doucement contre sa fenêtre, reflétant le lent démêlement dans son esprit. Zoé était allongée dans son lit, les yeux ouverts vers le plafond. Elle voyait le hannock dans ses pensées, la lumière du soleil réchauffant le vieux bois, le vent faisant bruire les feuilles de figuier. Elle le voyait, accroupi avec le tournevis, les yeux concentrés, les mains stables. Elle voyait son sourire de gamin. Et puis ces mots. Certains murs ont été construits pour garder la douleur à l'intérieur. Celui-ci. Je veux qu'il contienne de l'amour. Elle se tourna dans son lit, agitée. Pourquoi lui avait-il dit ça? Pourquoi l'avait-elle ressenti si fort? Elle ferma les yeux. Et rêva de vieux bois et de nouveaux départs. Et de Gisot. Chapitre 5, Rumeurs et rivalité. Zoé fit irruption dans le bureau, son téléphone serré dans sa main comme s'il était du poison. Mina, lança-t-elle. Qui a envoyé ça? Mina leva les yeux de son bureau, surprise. Qu'est-ce que? Oh. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le titre sur l'écran de Zoé. Une designer montante liée au groupe en CO, une romance naissante derrière le projet Héritage. Sous le titre, une photo floue d'elle et de Gisot devant le hannock. Il souriait. Elle était en plein mouvement, se tournant vers lui. Mina grimaça. C'est partout sur le chat de groupe de l'industrie. Quelqu'un a dû le faire fuiter. Mais ce ne sont que des ragots, non? Zoé ne répondit pas. Elle était déjà en route. Sur le site du hannock cet après-midi-là. L'air sentait le bois frais et le vernis. Gisot se tenait sous l'auvent de la cour, examinant des échantillons de matériaux quand Zoé déboula. C'est vous qui avez fait fuiter ça, n'est-ce pas, cracha-t-elle. Il cligna des yeux. Bonjour à vous aussi. Ne jouez pas à l'idiot. Cette photo. Ce titre. Vous trouvez ça drôle? Il posa lentement les échantillons. Vous pensez que j'aurais besoin de simuler une romance avec vous pour la publicité? Vous pensez que je veux que mon nom soit associé à une rumeur de liaison avec un chabol? Il s'approcha. Zoé, je n'ai pas besoin de fabriquer des histoires. Mais je ne nierai pas que vous comptez. Son souffle se coupa un instant, puis elle le repoussa. Eh bien, vous avez rendu plus difficile pour moi d'être prise au sérieux. Félicitations. Si les gens ne peuvent pas vous prendre au sérieux après avoir vu votre travail, ils n'allaient jamais le faire. L'intensité tranquille dans sa voix la fit hésiter. Pourtant, ajouta-t-il, si cela a ruiné votre réputation, j'aiderai à arranger les choses. Discrètement. Sans gros titre. Elle ne répondit pas, se contentant de se retourner et de s'enfoncer plus profondément dans le hannock, ayant besoin d'espace à la fois des rumeurs et de lui. Ce soir-là, sur le toit d'un café. Zoé sirotait un thé vert seul, regardant le soleil saigner sur l'horizon. Ses pensées furent interrompues par une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis un an. Toujours à préférer le thé au vin. Elle se tourna. Mingin. Grand. Bien habillé. Suffisant comme toujours. Elle se raidit. Qu'est-ce que tu fais ici? Il se glissa sur la chaise en face d'elle, sans y être invité. J'ai entendu parler de ta nouvelle relation. Elle roula des yeux. Si tu es ici pour chercher des ragots, détends-toi. Je ne suis pas jaloux. Il sourit sèchement. Mais je suis curieux. Tu as monté en gamme. Plus riche. Plus mystérieux. Qu'est-il arrivé à eux? Le statut ne m'intéresse pas. Qu'est-il arrivé à eux? Je veux une femme qui reste en coulisses, rétorqua-t-elle. Son sourire s'effaça. Écoute, dit-il en se penchant en avant, je suis venu parce que j'ai un projet. Un vrai. L'extension d'un musée à Seongsu.
Je veux collaborer. Ensemble. Zoé cligna des yeux. Tu as mis fin à nos fiançailles parce que tu as dit que ma carrière était trop exigeante. Maintenant, tu veux travailler avec moi. Parce que tu as mûri, dit-il doucement. Et parce que ton nom fait le buzz. Soyons honnêtes, c'est l'effet Gizo. Tu es tendance. Surfe sur la vague avec moi. Zoé se leva. Tu es incroyable. C'est une bonne affaire. Celle dont tu as toujours rêvé. Son ton se durcit. Ne laisse pas l'orgueil te coûter un avenir. Elle ne répondit pas. Elle s'éloigna. Le lendemain, sur le site. Gizo réparait le mur du jardin quand Zoé arriva. Elle ne dit rien au début. Elle l'observa simplement. Nuit difficile, demanda-t-il sans lever les yeux. Mingin m'a trouvé, dit-elle finalement. Sa main s'immobilisa. Il m'a proposé un marché. Un gros contrat de design. Il a dit que je devais surfer sur la vague de mon nouveau statut. Gizo se tourna, les yeux plissés. Cet homme n'a pas accordé de valeur à ton avenir quand ça comptait. Ne le laisse pas réécrire ton passé maintenant. C'est le projet de mes rêves, Gizo. Être sa femme l'était aussi, un jour. Le silence qui suivit fut tranchant et lourd. Tu penses que je ne peux pas séparer le travail du personnel, demanda-t-elle. Non, dit-il doucement. Je pense que tu es trop doué pour faire semblant qu'il n'y a pas de chevauchement. Elle expira. Longuement, lentement. Blessée. Je ne dis pas oui, murmura-t-elle. Mais je ne dis pas non non plus. Tu n'as rien à dire, dit-il. Juste. Ne te perds pas en essayant de prouver quelque chose à un homme qui ne t'a jamais mérité. Elle le regarda, de la poussière sur ses manches, le vent ébouriffant ses cheveux, de la sincérité dans ses yeux. Et elle se demanda pourquoi l'offre qu'il aurait autrefois ravie lui semblait maintenant si creuse. Zoé fixa le contrat pour le projet du musée Seongsu. Des lettres en gras. Des chiffres impressionnants. Son nom déjà tapé sur la ligne indiquant « designer principal ». C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, avant que Mingin ne transforme ses rêves en une simple pensée après coup. Maintenant, le papier semblait froid entre ses mains. Sur le site, en fin d'après-midi. Gizo se tenait près du mur inachevé du jardin, les manches de sa chemise retroussées, ses gants tachés de terre. Zoé s'approcha doucement, ses talons crissant sur le gravier. « Je n'ai encore rien signé, dit-elle. » Il ne se retourna pas, mais tu y penses. Et toi, non? Maintenant, il se tourna. Calme, indéchiffrable. Il peut offrir le prestige. La stabilité. Des récompenses. Il fit une pause. Je ne peux pas promettre ces choses. Elle sonda son visage. Alors que peux-tu promettre? Gizo se dirigea vers une petite boîte en bois posée sur un banc de pierre. Il l'ouvrit et en sortit une clé en laiton vintage. Elle scintillait faiblement dans la lumière déclinante. Il la lui tendit. Ceci est pour le hanok. Le dernier cadeau de mon grand-père. Si tu termines cette maison avec moi, chaque clou, chaque charnière, ce ne sera pas juste un travail. Il maintint son regard. Ce sera ton héritage en tant que designer. Et peut-être, un souffle doux, point peut-être ta maison. Zoé ne bougea pas, tu me donnes la clé. Je te donne un choix. Sa voix était calme. Je ne t'arrêterai pas si tu pars. Mais je te donne une raison de rester. Elle fixa la clé, puis ses mains, calleuses après des heures de dessin et de construction. Les mêmes mains que Mingin avait un jour qualifiées de trop rudes pour une mariée. Elle prit la clé. Mais ne sourit pas. Cette nuit-là, dans l'appartement de Zoé. Sa mère remuait de la soupe sur le feu tandis que Zoé était assise tranquillement à la table de la cuisine. Mingin est passé au salon aujourd'hui, commença sa mère. Il a apporté des fleurs. S'est excusé auprès du personnel pour tout. La cuillère de Zoé s'arrêta à mi-chemin, est-ce qu'il s'est excusé auprès de moi? Il essaie d'arranger les choses. Sa mère soupira. Il vient d'une bonne famille. Des médecins, des avocats. Pas un, elle agita la main avec dédain, point livreur de nourriture qui prétend réparer des portes. Gizo ne prétend pas. Tu es trop vieille pour jouer à la romance, Zoé. Choisis l'homme qui peut t'offrir un avenir. Et si je veux construire le mien?
Sa mère se tourna brusquement. Avec quoi? Des plans sentimentaux et de la terre sur tes chaussures? Zoé se leva, repoussant sa chaise. Avec des murs qui respirent. Avec un design qui a du sens. Avec une vie qui n'est pas basée sur la honte. Le lendemain matin, dans la cour du hanok. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles du figuier. Gisot était assis sur un tabouret bas, polissant une pièce de quincaillerie en laiton quand Zoé entra. Elle lui tendit la clé. Il leva les yeux, surpris. Tu la rends? Elle secoua la tête. Je l'utilise. Un soulagement vacilla dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle ajouta, mais juste pour le projet. Pas pour toi. Gisot sourit doucement, sans insister. Alors construisons quelque chose de beau, dit-il. Pour une fois, répondit-elle, construisons quelque chose qui ne s'effondre pas. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la cour du hanok. Des ouvriers s'affairaient, posant des tuyaux et préparant l'installation de la plomberie sous le sol carrelé. Zoé était agenouillée à côté d'un plan étalé sur une table en pierre, esquissant un ajustement. Gisot se tenait à quelques mètres de là, parlant à voix basse avec l'entrepreneur. Soudain, directeur CO, appela un ouvrier, agitant la main près de l'aile de la cuisine. Nous avons trouvé quelque chose sous les fondations. Zoé et Gisot se précipitèrent, leurs bottes crissant sur le gravier. Une boîte en métal rectangulaire, rouillée mais intacte, avait été déterrée sous les planches. La poussière s'accrochait à ses bords. Pas d'étiquette. Juste des initiales gravées faiblement dessus, KS plus HG. Zoé inclina la tête. Ça a l'air vieux. Gisot s'accroupit, balayant la terre. Il hésita avant d'ouvrir le loquet. Il grinça. À l'intérieur se trouvaient des papiers soigneusement pliés, des lettres jaunies par le temps, des journaux reliés en cuir, une petite photo. Zoé se pencha pour voir. Et se figea. La photo montrait deux jeunes gens, une femme aux yeux doux et aux longs cheveux noirs, et un homme que Zoé reconnut instantanément. C'est mon père, murmura-t-elle. Quand il était plus jeune. Gisot ne dit rien. Il tendit la main et déplia une des lettres. Ses yeux la parcoururent rapidement. Puis une autre. Et une autre. Le silence entre eux s'épaissit, jusqu'à ce que Zoé demande enfin, la voix tremblante, qu'est-ce qu'elles disent? Gisot leva les yeux vers elle. Elles sont de ma mère. À ton père. Le souffle de Zoé se coupa. Ce n'est pas possible. Mon père. Il me l'aurait dit. Il n'a jamais répondu. La voix de Gisot était douce, douloureuse. Elle a continué à écrire quand même. Il lui tendit un journal. Zoé l'ouvrit lentement, ses mains tremblantes. Il a dit que nous pourrions nous enfuir. Que Séoul était trop bruyante, mais que sa voix me guiderait. Il est parti sans dire au revoir. Mon père dit qu'il avait honte. Que je n'étais pas assez bien pour porter son nom. La vision de Zoé se brouilla. Une autre page. Je voulais croire qu'il reviendrait pour nous. Pour moi. Pour le bébé. Elle laissa tomber le journal comme s'il la brûlait. Quel bébé? Gisot la fixa. Silencieux. Puis finalement. Moi. Le monde bascula. Zoé recula. Non. Non, ce doit être une erreur. Mon père n'aurait jamais. Il était fiancé à l'époque, dit Gisot doucement. À ta mère. Ma mère n'était que quelqu'un qu'il a rencontré à la campagne pendant des recherches architecturales. Elle ne savait pas qu'il était déjà promis. Tu veux dire sa voix se brisa. Point il l'a abandonné? Gisot hocha la tête une fois. Elle m'a élevé seule. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Zoé se serra la poitrine. Je ne savais pas. Je te jure, Gisot, je ne savais pas. Il s'approcha. Je te crois. Tout ce temps, cette maison, ce projet. C'était pour te venger? Non. Sa voix était stable maintenant. Claire. Je n'ai pas choisi la vengeance. J'ai choisi la restauration. Il regarda autour de lui les poutres en bois, les panneaux restaurés. Cet endroit était en ruine, mais il tenait toujours debout. Je voulais faire de même. Pour elle. Pour moi. Pour le garçon qu'elle a élevé en silence.
Zoé ravala ses larmes. Tu devrais me détester. Pourquoi, demanda-t-il doucement. Ce n'est pas toi qui es parti. C'est ton père. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était serrée, sa poitrine plus lourde qu'elle ne l'avait jamais été. Elle se détourna de lui, regardant le hannock, les murs qui avaient autrefois abrité un amour, une trahison, et maintenant, la vérité. Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit maintenant, murmura-t-elle. Notre partenariat, notre histoire. Était-ce construit sur la culpabilité? Ou le destin? Gisot ne répondit pas. Il se contenta de se baisser, de ramasser le journal qu'elle avait laissé tomber et de le replacer doucement dans la boîte. Parfois, dit-il à voix basse, la douleur fait partie des fondations. Mais cela ne signifie pas que la maison doit s'effondrer. Mais Zoé n'était pas prête. Pas encore. Ses yeux s'emplirent de larmes, et avant qu'il ne puisse parler à nouveau, elle s'éloigna, ses pas résonnant dans la vieille cour, son cœur fracturé par les péchés d'un autre homme. Le hannock bourdonnait d'une transformation silencieuse. Les sentiers de pierre furent restaurés, leurs lignes adoucies par la mousse et le temps. Les portes chogies s'ouvraient en glissant avec le plus doux des chuchotements, reconstruites à partir de cadres éclatés. Le pinceau de Zoé touchait à tout, des étagères incurvées, un éclairage tamisé, des coussins teints en indigo profond. Ces créations contenaient des murmures de chaleur ancienne, toutes les lignes modernes voilées de révérence. Et pourtant, elle se déplaçait dans l'espace comme un fantôme. Silencieuse. Méthodique. Distante. Elle arpentait les lieux tôt le matin et jusque tard dans la nuit, répondant aux questions, donnant des instructions, mais évitant toujours une chose, Gisot. Lui aussi se tenait à l'écart. Pas complètement. Il vérifiait l'avancement des travaux par l'intermédiaire de l'entrepreneur. Il envoyait des matériaux supplémentaires. Il approuvait chaque changement qu'elle demandait sans poser de questions. Mais il ne mettait jamais les pieds sur le chantier quand elle était là. Ne prononçait jamais son nom. Elle concevait chaque pièce pour qu'elle contienne de la beauté. Mais son propre cœur restait inachevé. Un après-midi, Zoé se tenait dans le salon central, fixant le mur d'accent qu'elle avait conçu, une étagère flottante en bois construite sous une fenêtre circulaire. La lumière du soleil filtrait à travers elle comme une prière silencieuse. Elle posa doucement un petit figuier en pot sur l'étagère. Un hommage. Un début. Et peut-être, un adieu. Ce soir-là, elle rentra tard, épuisée et engourdie. La lumière dans la cuisine de sa mère était encore allumée. Elle ne s'attendait pas à de la compagnie. « Tu travailles trop », dit sa mère sans lever les yeux de la tasse de thé qu'elle essuyait. « C'est presque fini », répondit Zoé. « Encore 2 semaines. » Sa mère lui versa une tasse sans demander. Quelque chose dans ses yeux s'était adouci dernièrement, bien que sa voix conservât ses habituelles aspérités. « J'ai vu ton nom dans un magazine. La renaissance du patrimoine à surveiller. » Zoé sirota en silence. « Tu te débrouilles bien. »« Merci. » Un silence s'installa. Puis sa mère dit avec précaution, « Ce garçon, celui avec qui tu travailles. Est-il toujours dans les parages ?» Zoé leva les yeux. Hésita. « On ne se parle plus. » Sa mère hocha la tête, puis désigna un petit paquet près de la porte. Du papier Kraft. Soigneusement emballé. Pas d'étiquette. Quelqu'un a déposé ça pour toi cet après-midi. M'a dit de le laisser là où tu le verrais. Zoé s'approcha lentement, son cœur battant plus fort. Elle reconnut l'écriture même s'il n'y avait pas de nom. Elle s'assit sur le canapé et le déballa avec soin. À l'intérieur, un croquis encadré. Son croquis. Celui sur lequel elle avait renversé du café le jour de leur première rencontre. Nettoyé, pressé, réparé là où c'était possible, mais montrant toujours la légère tache dans le coin. Préservé. Honoré. Sous le cadre, une minuscule inscription gravée en lettres d'or, pas ruinée. Juste remémorée. Sa gorge se serra. Il a gardé ça. Sa mère s'assit à côté d'elle. Pour une fois, pas de sermon. Pas de réprimande. Juste une douceur silencieuse et inattendue. Tous les hommes ne sont pas ton père, dit-elle doucement. Certains délivrent l'amour avec patience. Zoé la regarda, surprise. Sa mère fixait droit devant elle, les yeux dans le vague, comme si elle ne parlait pas seulement à elle, mais à la jeune fille qu'elle avait été.
Ne confonds pas le silence avec l'absence. Ce garçon. Il n'est pas parti. Il a attendu. Plus tard cette nuit-là, dans la chambre de Zoé. La clé du hanok reposait dans sa boîte à bijoux. Intacte depuis le jour où elle avait failli la rendre. Elle la prit. Passa ses doigts sur ses arêtes de laiton. Puis, sans plus de réflexion, attrapa son manteau et sortit. La porte grinça doucement sous sa main. La cour était immobile. Le clair de lune étendait des ombres sur le sentier de gravier. Elle entra dans la pièce principale, actionna l'interrupteur. Une douce lueur ambrée émana des ampoules de style lanterne qu'elle avait choisies. La maison était terminée. Et pourtant, elle errait de pièce en pièce. Chaque mur portait sa touche. Chaque coin racontait une histoire. Mais un espace attendait encore, inachevé. Le petit studio dans l'aile ouest. La seule pièce qu'elle n'avait pas touchée. Elle y entra. L'odeur de bois vieilli et de feuilles de figuier flottait dans l'air. Sur le rebord de la fenêtre, une petite photo était posée. Un Giso plus jeune, souriant à côté de sa mère près du figuier dans cette même cour. Zoé s'assit lentement sur le sol poli, le dos contre le mur. Des larmes montèrent silencieusement. Elle murmura dans le silence, « Tu n'as jamais essayé de me faire honte avec ce que mon père a fait. Tu m'as laissé l'espace de choisir. » Sa main plongea dans son manteau et en sortit la page du journal avec la feuille de figuier du chapitre 7. Elle relut la ligne, « J'ai gardé le figuier en vie, en espérant qu'il reviendrait. » Zoé ferma les yeux. « Je ne suis pas lui, » chuchota-t-elle. « Mais je peux revenir. » Dehors, Giso franchit silencieusement la porte. Il était venu vérifier l'éclairage des murs depuis la rue. Il ne s'attendait pas à la trouver là, à l'intérieur, les lumières allumées. Mais en s'approchant de la cour, il la vit à travers la fenêtre ouverte, assise en tailleur sur le sol, la tête doucement appuyée contre le mur. Il n'interrompit pas. Il observa simplement. Et pour la première fois depuis des semaines, il sourit. 3 mois plus tard, le hanok ne chuchotait plus d'histoires d'abandon et de poussière. Ce soir, il chantait. Des lanternes se balançaient doucement dans la brise du soir, projetant des halos dorés sur la cour. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient délicatement autour des poutres en bois, baignant la maison d'hôte fraîchement restaurée d'une lueur douce et onirique. Zoé se tenait dans un coin de la cour à côté de Mina, regardant le lanflot d'invités arriver, des journalistes, des architectes d'intérieur, des blogueurs, même quelques dignitaires du Conseil du patrimoine culturel. « Tu respires, maintenant » murmura Mina avec un sourire, la poussant du coude. Zoé cligna des yeux. À peine. Elle portait un hanbok modernisé, crème doux avec des broderies gris-bleu qui rappelaient les tons terreux du hanok. Ses cheveux étaient relevés, mais quelques mèches s'enroulaient autour de ses oreilles. Elle avait l'air élégante, posée, jusqu'à ce que ses yeux scrutent à nouveau l'entrée. Toujours aucun signe de lui. Il n'est pas en retard, se dit-elle à voix basse. Il est théâtral. Une petite scène avait été installée près du figuier central, maintenant en fleurs grâce à une restauration soignée et à la sève printanière. Sur le mur du fond, encadré par un projecteur, était suspendu son croquis original, celui qu'elle pensait avoir ruiné ce jour-là, il y a si longtemps. La tache était toujours visible dans le coin. Elle brillait comme un insigne de grâce. Les invités se mêlaient. Un trio de jazz jouait doucement en fond sonore. Les verres de vin s'entrechoquaient, les obturateurs des appareils photo cliquetaient. Soudain, une onde de choc traversa la foule. La musique s'arrêta. Les gens commencèrent à s'écarter, créant une allée douce au centre de la cour. Zoé se tourna. Et il était là. Giso. Vêtu d'un hanbok bleu marine profond garni de soie blanche. Il avait l'air royal et ancré, comme s'il sortait d'un autre siècle et en avait apporté toute la signification avec lui. Il tenait un microphone dans une main. Mais ses yeux n'étaient fixés que sur elle. Il y a 3 mois, commença-t-il, la voix stable, cet endroit était en ruine. Oublié. De la poussière dans le vent. Il regarda lentement autour de lui. Et je me cachais encore. Derrière des casques de livreurs, derrière le patrimoine. Derrière ce que je pensais que les gens attendaient d'un homme avec un nom comme le mien. Un léger murmure d'approbation parcourut la foule. Il sourit. Et puis elle est entrée. Il se tourna vers Zoé, qui se tenait figée, le souffle court. Une femme qui ne flattait pas. Qui ne flirtait pas.
Elle mesurait les espaces comme s'il s'agissait d'émotions. Elle a restauré plus que cette maison. Elle a restauré la foi. Ses yeux brillèrent. J'ai dit que j'investissais, continua-t-il en levant légèrement le micro. Dans le design. Dans le patrimoine. Mais la vérité. Il fit un pas vers elle. Point, c'est que j'investissais dans un avenir. Avec elle. La foule était silencieuse. Les caméras tournaient. Les yeux s'écarquillaient. Et puis, sans pause, il s'agenouilla. Un hoquet de stupeur remplit l'air. La main de Zoé vola à sa bouche. De la poche de son manteau, il sortit une simple bague, un anneau d'argent avec une minuscule feuille de figuier gravée à l'intérieur. Zoé, dit-il, tu m'as appris que la beauté ne se construit pas, elle se ressent. Que l'héritage n'est pas une question de marbre et de titre. C'est une question de mémoire. De sens. De moment. Veux-tu être ma partenaire, en affaires, dans le cœur, dans la vie? Silence. Des larmes coulèrent sur ses joues. Puis, un petit rire. Elle s'avança. Vous n'êtes pas qu'un livreur, murmura-t-elle, assez fort pour que le micro le capte. Vous étiez le message que je n'attendais pas. Il sourit, soulagé. Elle tendit la main. Il y glissa doucement la bague, comme s'il craignait de réveiller un rêve. La cour éclata en applaudissements feutrés. Sa mère, debout près du fond, porta une main à ses lèvres, les yeux pleins de larmes. Mina sanglotait déjà dans son programme. Plus tard dans la nuit, la foule s'était dissipée et les lumières s'étaient tamisées pour ne laisser qu'une douce lueur. Le hanok se tenait de nouveau immobile, mais maintenant rempli de rire, de joie et d'un nouveau genre de silence. Gisot et Zoé se tenaient seuls au centre de la cour. Les lanternes se balançaient au-dessus d'eux. Le croquis encadré brillait sur le mur voisin. Gisot la tenait doucement par la taille, son front appuyé contre le sien. On l'a vraiment construit, hein, murmura-t-il. Tout, chuchota-t-elle en retour. La maison. L'histoire. Nous. Il la serra contre lui. Ils dansèrent, sans musique, juste au rythme du vieux bois qui craquait sous leurs pas et de la nuit qui bourdonnait autour d'eux. La caméra recule. Le hanok est de nouveau vivant. Deux lumières brillent à la fenêtre. Un croquis est accroché silencieusement. Et l'amour, doux, tranquille et réel, danse sous des lanternes autrefois destinées uniquement à la mémoire. Les saisons passèrent. Le hanok changea à nouveau, non pas dans sa structure, mais dans son âme. Les invités venaient et repartaient, certains en quête de paix, d'autres à la poursuite de la nostalgie. Ils laissaient des notes dans le livre d'or rempli de mots comme chaleur, guérison, appartenance. Aucun d'entre eux ne connaissait toute l'histoire. Mais ils remarquaient toujours le croquis encadré dans le couloir. Et le figuier qui fleurissait tranquillement dans la cour, même quand il n'était pas censé le faire. À l'intérieur de la maison d'hôte, Zoé organisait des expériences. Gisot gérait en coulisses, réparant toujours des choses quand personne ne le remarquait. Leur amour n'était pas bruyant. Mais il a perduré. Pas dans de grands gestes. Mais dans un thé quotidien, juste comme il faut. Dans des lumières tamisées quand l'un oubliait de se reposer. Dans des clés partagées. Dans des murs qui ne piégeaient pas la douleur, mais qui contenaient la joie. Parce que certaines histoires ne se construisent pas. Elles grandissent. Comme des figuiers. Comme des maisons. Comme des cœurs. Elle pensait qu'il livrait juste de la nourriture. Mais il livrait un foyer. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore en l'amour tranquille et aux secondes chances. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires touchantes comme celle-ci.